Il est l'un des auteurs dramatiques les plus joués au monde, l'un des romanciers les plus lus de la planète. Depuis La Nuit de Valogne en 1991 et surtout depuis Le Triomphe du Visiteur en 1994, jusqu'à L'Enfant de Noé, en passant par L'Évangile selon Pilate, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame Rose et j'en passe, il nous raconte des histoires tout en nous offrant ses réflexions sur la vie, Dieu, la maladie, la mort. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Alors vous écrivez sur des sujets qui devraient faire fuir les lecteurs. Oui. Et c'est tout le contraire qui se passe. Les gens achètent vos livres les yeux fermés. Vous l'expliquez comment, vous, ce phénomène ? Mais je ne l'explique pas, parce que si je suis l'auteur de mes livres, je ne suis pas l'auteur de mon succès. Ce sont les gens qui sont les lecteurs, qui sont les auteurs de ce succès. Moi, j'en suis ravi, évidemment, je m'en réjouis. En même temps, ça me donne une charge, c'est-à-dire que la confiance que les gens ont en moi, le fait qu'ils ont envie de prendre mon prochain livre ou d'aller voir ma prochaine pièce, fait qu'à chaque fois, j'ai un peu plus peur qu'avant. Mais non, je crois que, d'après ce que je comprends, ce que les gens me disent, parce que je reçois beaucoup de courriers, ils ont rendez-vous avec une histoire, de l'émotion et de la réflexion. Parce que je crois que, paradoxalement, l'émotion et la réflexion ne s'excluent pas. Je crois au contraire que l'émotion favorise la réflexion. Quand quelqu'un a un préjugé, il n'y a que tout d'un coup, en usant de l'émotion, qu'on peut enlever ce préjugé. Et tout d'un coup, la personne s'ouvre et elle peut entendre d'autres choses. Je crois vraiment à la vertu des sentiments dans la vie intellectuelle. Peut-être que les lecteurs recherchent aussi une certaine transcendance, enfin, peut-être un besoin de transcendance. J'ose parler de ça. Que vous offrez, vous, via une sorte de philosophie un peu clandestine, ni vue ni connue. Mais voilà, on a l'impression de se sentir un peu plus élevé et plus intelligent après vous avoir lu. Bah ça, c'est gentil. J'essaye de ne pas écrire des histoires insignifiantes. C'est-à-dire que je ne les écris pas si pour moi il n'y a pas du sens qui passe, il n'y a pas quelque chose d'important à un moment qui passe dans cette histoire. Et puis j'écris pour rejoindre l'autre, pour développer mon idée de l'homme et mon humanisme. Donc mon écriture, elle est pas une purge intime, elle est au contraire une recherche de l'autre, un voyage à la découverte de l'autre, une tentative de compréhension de l'univers. C'est pas une écriture égocentrée, c'est une écriture curieuse, je pense, ouverte. Alors vous dites que vous ne choisissez pas réellement vos sujets, enfin que ce sont plutôt les sujets qui s'imposent à vous. Oui, je suis traversé par des tas d'idées dans la journée, comme tous les romanciers, tous les dramaturges. Tiens. Puis les gens me racontent des choses, et puis j'écoute, puis j'observe toujours. Mais je n'interviens pas dans mes idées, je les laisse se déposer en moi. Et quand une idée fait son nid en moi, s'y installe et devient une obsession, je me dis, tiens, il y a peut-être un livre. Et je laisse de façon très très passive, très quiétiste, les choses se développer dans mon esprit. Et quand je me rends compte qu'effectivement il y a un nid qui est en train de se faire, et que ce nid capte des choses importantes de mon histoire, de mes sentiments, de mon rapport au monde, de ma réflexion, à ce moment-là je me dis, bon, moi je vais écrire ce livre. Et alors à ce moment-là, la première chose que je fais, c'est justement que je ne l'écris pas. Parce que j'aime vivre avec mes livres avant de les écrire. J'aime vivre avec mes personnages avant de leur donner une forme définitive. Donc je marche dans la forêt, je marche dans la ville, je vis, je m'endors, je rêvasse. Avec... Vous vous endormez avant chaque séance d'écriture, vous? Ah, c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que ça ne passe pas. Alors au début, je me le reprochais beaucoup. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, d'abord, je suis quelqu'un qui se lève assez tard. Je ne suis pas du tout matinal, souvent parce que j'aime sortir le soir, aller au théâtre aussi, etc. Mais je me lève assez tard, donc il n'y a aucune raison que je m'endorme à ma table à 2 heures, quand je me mets 2-3 heures, quand je me mets au travail. Et en fait, dès que les personnages apparaissent, qui commencent à me parler, qui me prennent par la main pour me raconter leur histoire, eh bien, mon premier réflexe, c'est de tomber sur la table et de dormir. Alors, je me le suis beaucoup reproché, et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une méthode. C'est-à-dire que le sommeil était le couloir qui permettait l'accès à mon imaginaire. Un sas, en quelque sorte. Et alors maintenant, du coup, je me suis fait construire un fauteuil qui, au lieu de me précipiter en avant, me précipite en arrière. Donc, après, je n'ai pas l'empreinte du stylo, des pages qui sont imprimées sur mon visage. Vous verrez, je suis seul dans la pièce, c'est pas l'importance. Mais c'était assez inconfortable. Et donc, je pense qu'en fait, c'est le cerveau qui se met dans un état de tension différent de la vie éveillée, l'état de tension qui permet d'accéder au monde des songes. Alors, vous avez dit dans une interview que vous auriez voulu être un auteur sérieux. Mais c'est quoi un auteur sérieux? Non, je sais pas. Oui,
je ne sais pas si j'ai dit ça, ou alors si je l'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. On ne veut jamais être l'auteur qu'on est, comme on ne veut jamais... Vous auriez voulu être quoi, vous, alors? Non, moi, je voulais Pour être, moi, je voulais être Claudel, je voulais être au minimum, c'est-à-dire, je voulais avoir un grand lyrisme qui allait soulever la terre et souffler plus fort que le vent. Oui, mais ce que les gens aiment chez vous, c'est Et au justement... contraire, je suis précis. Et j'ai une écriture très, très, très tendue, avec de l'humour. Voilà, c'est ça, c'est une oui. certaine légèreté, des choses graves, mais dites Oui. avec légèreté, s'imprimant dans une histoire simple, mais avec une sincérité derrière. Oui, oui, enfin. mais j'ai découvert que c'était comme ça que je devais écrire et que je devais écrire. Mais ce n'était pas forcément ce que je rêvais pour moi. Mais vous savez, une femme qui a les cheveux plats rêve de les avoir frisés, et puis une femme qui a les cheveux frisés rêve de les avoir plats. Donc, on se rêve toujours différent de ce qu'on est. Et une partie de la vie, c'est de s'accepter soi-même et devenir ce que l'on est. Et moi, mon trajet d'écrivain, ça a été d'accepter de devenir ce que je suis. Quelles sont les angoisses qui guettent un auteur à succès comme vous? D'abord, il y a l'angoisse de tout auteur, qui est: est-ce que je suis à la hauteur de mon sujet? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que je veux raconter? Parce que moi, je me sens des devoirs par rapport au sujet que j'aborde. Ensuite, après, il y a l'angoisse de l'auteur à succès, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils aiment en moi? Je ne comprends. Et est-ce que ça sera encore dans le prochain livre ou dans la prochaine pièce? Mais ne pas appliquer une recette non plus, peut-être. Ah non, ça j'essaye de... C'est peut-être pas bien de trouver ce que les gens aiment finalement. Non, je crois qu'il ne faut pas avoir de réponse à cette question. Voilà. Et donc, du coup, proposer toujours quelque chose à chaque fois. Mais j'ai découvert qu'en fait, le succès, c'était une responsabilité. C'est-à-dire que le succès, c'est une confiance que les autres ont en vous. Alors, on essaie de se rendre digne de cette confiance. On ne peut pas trahir cette confiance. Et forcément, un jour, on l'a trahi. Et donc, c'est un engagement par rapport à l'autre. Et donc, j'ai encore plus peur, en fait, quand je sors un livre qu'avant. Non pas peur qu'il n'ait pas de succès, mais peur de décevoir une attente ou d'être en dessous d'une attente, bien sûr. Et je pense qu'un jour, j'arrêterai pour ça. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt. Les enfants sont très présents dans son œuvre. Pensez à Oscar dans Oscar et la Dame Rose, pensez à Joseph dans L'Enfant de Noé ou encore à Momo dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Les enfants comme gardiens de la pureté, comme questionneurs incessants aussi avec leurs yeux grands ouverts sur le monde, comme victimes de l'histoire, aussi bien la petite histoire que la grande. Oscar, Joseph, Momo, autant d'enfance qui nous parlent en creux d'une autre enfance, la vôtre, Éric Emmanuel Schmitt. Comment vous la qualifieriez, votre enfance ? Mon enfance, heureuse d'abord, parce que j'étais dans une famille où il y avait de l'amour, où il y avait des problèmes évidemment, mais il y avait de l'amour. Et puis très rêveuse, très contemplative. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. En fait, moi, d'après ce que mes parents me disent, j'étais toujours très active, toujours en train de faire quelque chose, de lire, de faire de la musique. Enfin bon, c'est vrai que je suis très énergique, mais moi, je ne bois pas mon énergie. Je suis quelqu'un qui vit avec l'impression qu'il est absolument paresseux et qu'il ne faut rien de la journée. Et je me couche toujours en disant, bon, demain, t'en fais un peu plus quand même. Et en fait, je crois que j'ai des énormes journées et que je travaille beaucoup, mais je ne m'en rends pas compte. J'ai un rapport assez... qui vient de ma famille, sans doute, de gens très, très actifs. Donc, on ne va pas perdre son temps. Très sportif, surtout. Papa boxeur, maman championne de France, c'est ça, du 80 mètres? Oui, alors ça, c'était avant ma naissance. Enfin bon, ça indique une famille extrêmement énergique. Extrêmement sportive. Mais ça doit être terrible pour vous de vivre dans une famille aussi énergique. Ben oui, vous savez, je pense qu'il y a des tas d'enfants qui adoreraient avoir des parents sportifs, qui veulent toujours aller en montagne, faire du ski, de la randonnée, du pot de phoque, de l'escalade, etc. Puisqu'on vivait à Lyon. Et moi, c'était exactement le contraire. Tout ce que je demandais, c'est à rester dans ma chambre, tranquille, à lire ou à faire du piano, ou éventuellement à regarder la télévision quand on l'a eu assez tardivement. Je n'aspirais, moi, qu'à des activités contemplatives et artistiques, en fait. Et le sport m'a toujours ennuyé. Alors, j'en ai toujours fait plus que les autres, donc avec une assez bonne hygiène, au fond, parce que quand on est fils de sportif, on en fait plus. Mais... je n'ai pas du tout le culte de l'effort, ni le culte de la performance. Et, de la compétition non plus?
Mais en même temps, j'ai quelque chose de compétitif. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, alors je me prends au jeu. Parce que Mais il faut vraiment me le demander, parce que d'emblée, j'y vais pas. Je faisais par exemple de l'escrime quand j'étais enfant, et j'ai abandonné parce que j'étais pas assez agressif. J'étais extrêmement bon en défense, mais je n'attaquais jamais. Et ça correspond à mon caractère. Non, je n'avais pas foncé sur le pauvre type qui était en face de moi. Par contre, je faisais toutes les prises qu'il fallait faire pour empêcher l'autre d'avancer. Donc, ce n'est pas du tout dans mon tempérament. Alors vous m'avez dit, vous êtes lyonnais, vous êtes exactement de Sainte-Foy-les-Lyons, vous y avez grandi, et il y a un détail extrêmement important, d'ailleurs, si c'est important, c'est que ce n'est plus un détail, c'est le balcon de l'appartement dans lequel vous habitiez, avenue Valioud, on dit, oui, Sainte-Foy-les-Lyons. Valioud. Voilà. Un balcon auquel vous devez quand même votre carrière, parce que vous dites vous-même qu'il vous a rendu dramaturge et philosophe. Expliquez-moi ça. C'est-à-dire, curieusement, mes parents habitaient donc sur les hauteurs de Lyon, et nous avions un appartement dont le balcon donnait sur toute la vallée du Rhône. Et on voyait tout Lyon à nos pieds, et les monts du Lyonnais, et même de temps en temps, on apercevait les jours de très beau temps, les Alpes. Et le Mont Blanc. Et le Mont Blanc. Et donc, le monde m'était offert comme un spectacle. J'étais déjà au balcon, comme au théâtre, avec le monde à mes pieds comme un spectacle. Et je pense que quelque part, ça m'a donné ce regard toujours synoptique. J'aime bien essayer de comprendre les tenants et les aboutissants des choses, donc un regard un peu philosophique, et en même temps, un regard de dramaturge aussi, qui voit la vie comme un spectacle. Je crois que ça m'a rendu à la fois philosophe et homme de théâtre, ce balcon de l'avenue Valioud. Je vous imagine bien, pouce dans la bouche avec votre nounours Bertrand, c'était ça? Oui, Bertrand. J'ai toujours appelé mes nounours Bertrand. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être pour ne pas crier Bertrand pendant la nuit et qu'un nounours soit jaloux d'un autre. Ah, tout simplement. Oui. Non, il y a des séquences importantes dans votre enfance. Mais enfant, c'est vrai, vous vous sentiez assez différent des autres. En quoi vous vous sentiez différent? J'étais différent parce que j'étais toujours identifié comme différent. Parce que j'ai ce physique qui est le mien, étrange, et je ne ressemble pas à mes parents. Et les gens pensent toujours que je suis métissé de quelque chose. Ouais, il y a quelque chose d'asiatique chez vous, voilà. un peu du Bouddha. Voilà, il y a quelque chose, alors maintenant, qui est devenu asiatique, qui a été asiatique à un certain moment, après presque africain, on me demandait si j'étais métisse. Si, j'ai ce visage qui est toujours identifié comme un visage venant d'ailleurs. Et donc, dans mon enfance, on me disait toujours « Bonjour, tu viens d'où ?» Je disais « De Lyon. » « Et tes parents, ils sont d'où ?»« De Lyon. »« Oui, mais enfin, je veux dire, ils ne sont pas jaunes, noirs ?» Je disais « Non. » Voilà, donc j'étais l'enfant dont le corps racontait une autre histoire que la sienne. Alors, ce n'était pas du tout dramatique, ça me faisait beaucoup rire, parce que je pense que j'avais déjà de l'humour. Et en même temps, je me disais « Mais ce corps... » c'est comme un corps étranger, puisqu'il a l'air de raconter une autre histoire que la mienne. Vous étiez en exil. Mais j'ai toujours un rapport assez difficile au corps. C'est-à-dire que j'ai du mal à admettre les lois de mon propre corps. Et tout un de mes travaux philosophiques, c'est d'admettre ce corps, son ordre, de le respecter, d'accepter ses ordres, d'accepter... De vivre en lui, puisque je suis lui. Mais bien sûr, mon trajet de vie, ça a été de m'incarner, en fait. Mais au fond, peut-être qu'enfant, j'étais dans un refus de l'incarnation. J'avais une âme vagabonde, et puis ce corps qui racontait tout à fait autre chose et qui me faisait rigoler. Et l'enfant que vous étiez, le petit Éric Emmanuel, il serait fier de l'homme que vous êtes devenu, vous croyez? Le petit Éric Emmanuel, il voulait devenir Walt Disney. Rien que vous ça. avez raté votre vie, alors? J'ai raté ma vie. Et non, ça voulait dire quoi être Walt Disney quand j'étais petit? Ça voulait dire raconter des histoires. Je crois que oui. Ah. Non, j'ai réalisé. Je crois qu'une vie heureuse, je ne dis pas réussie, qu'est-ce qu'une vie réussie? Une vie heureuse, c'est une vie qui réalise des rêves d'enfant. Et j'ai toujours voulu raconter des histoires. Et j'ai toujours raconté des histoires. Je me souviens, ma grand-mère se penchait vers moi. Et pourquoi elle me disait ça, je ne sais pas. Elle me disait, quand tu seras grand, tu perdras tes fossettes, je disais toujours, et ton imagination. Et pourquoi elle m'annonçait ça? Parce que j'avais beaucoup d'imagination. Et en fait, je me suis accroché, je me suis dit, surtout pas perdre l'imagination. C'est quand même une des choses que j'avais en moi qui me plaisait le plus, parce que c'est vrai que je ne m'ennuie jamais. Je suis quelqu'un qui ne s'ennuie jamais à cause de cette imagination forte que j'ai. Et que vous nous faites partager. Maintenant, oui. Dans
Dans son œuvre littéraire, on distingue Le cycle de l'invisible, une série de livres consacrés aux croyances religieuses. Alors on retrouve une réflexion sur le bouddhisme dans Mille un repas, sur l'islam dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, l'athéisme dans Oscar et la Dame Rose, et sur le judaïsme et le christianisme dans L'enfant de Noé. La foi, c'est la croyance, la religion, c'est ce dont nous allons parler avec vous, Éric Emmanuel Schmitt. Vous avez une enfance bien athée, à part une grand-mère alsacienne catholique, on ne peut pas franchement dire... Oui, mais à qui on ne donnait pas la parole. Ah bon? Parce qu'on disait c'est normal, elle est alsacienne. Très bien. Donc en fait, votre baptême était une question de quoi? De tradition? C'était sociologique, oui. C'était, voilà, parce qu'on aurait fait trop de peine à la grand-mère. Mais ah voilà, quand même, elle avait la parole alors, votre grand-mère. non, elle n'avait pas la parole, c'était pour la faire taire. Il est baptisé, tu ne peux plus rien dire. Non, et oui, un environnement complètement athée. Et puis en plus, comme à beaucoup d'enfants, la seule chose qu'on m'a racontée au début de ma vie, c'est l'histoire du Père Noël. J'en parle dans Oscar. C'est-à-dire, on a essayé de me faire croire au Père Noël. Donc après, le crédit des adultes sur le surnaturel était totalement épuisé. Il n'était plus question de me parler de quoi que ce soit. Vous m'avez fait le Père Noël, vous ne me ferez pas Jésus. Et donc, voilà, donc une indifférence totale, un échappement comme ça. Et puis la question de Dieu, après, est venue dans ma vie intellectuelle, comme une question philosophique. Et puis après, la question du christianisme est venue beaucoup plus tard. Et finalement, c'est très bien de découvrir tout ça plus tard. C'est-à-dire de manger, de boire quand on a soif, et que la boisson ne précède pas la soif. Alors vous aviez fait quand même une année de catéchisme plutôt sympathique, mais qui ne vous a pas convaincu, mais au moins la discussion était ouverte. Oui, ce que j'aimais bien, oui, c'était qu'on parlait de grands sujets, qu'on prenait les enfants au sérieux, puisqu'on leur demandait leur avis sur des grands sujets comme l'euthanasie, l'avortement, qu'est-ce qu'éduquer, etc. Ça j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était des conversations philosophiques. Mais ce qu'on m'a raconté des évangiles, j'avoue que je n'ai rien compris. J'avais compris pourquoi on en avait crucifié 3. Je confondais les 3 qu'on crucifiait avec la Trinité. Enfin, je ne comprenais rien. Et chaque fois qu'on me posait une question, je répondais à côté. Et les gens disaient, mais enfin, il paraît qu'il est brillant à l'école. Je ne comprenais rien. Donc, plus tard. C'était pas encore le moment. Mais c'est sûr que quand vos philosophes préférés, je pense à Descartes, Kierkegaard, Pascal, Leibniz, vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient tous chrétiens, ça a dû vous poser question quand même. Ah, complètement. C'est-à-dire que mes premières lectures philosophiques sont athées, confirment mon athéisme, c'est Sartre, c'est Nietzsche, etc. Forcément. Et puis après, je me mets à étudier sérieusement la philosophie, c'est-à-dire de façon, je dirais, professionnelle, comme un étudiant qui fait des études de philosophie. J'étais à l'école normale supérieure. Jusqu'au doctorat. Et à la Sorbonne, jusqu'à l'agrégation, puis le doctorat. Et là, d'abord, je remets toutes mes idées en question, parce que c'est le propre des études. C'est le propre du philosophe, quand même. Et du coup, je remets mon athéisme, que je prenais pour une vérité, en question. Et je deviens agnostique, c'est-à-dire le problème est ouvert. Je ne sais pas, c'est possible, c'est pensable, je ne sais pas. Et surtout, je me rends compte que les philosophes qui me nourrissent le plus, Descartes particulièrement, ou Kant, sont par ailleurs croyants et chrétiens. Alors ça, je suis très très touché. Et puis il y a la découverte de Pascal aussi, qui est le philosophe qui est le plus cher à mon cœur. J'espère qu'un jour, je saurai écrire un livre sur Pascal qui pourra le rendre accessible aux gens, parce que s'il y a vraiment une pensée que je voudrais partager avec tout le monde, c'est celle de Pascal. Mais voilà, je suis toujours quelqu'un qui se pose des questions. Et il faudra attendre la fameuse nuit du 4 février 1989, une nuit mystique, une nuit de feu. Oui. Je sais, vous en parlez souvent, mais je vous demande de retémoigner encore. Je suis obligé d'en parler parce qu'un jour j'ai accepté d'en parler. Et donc, mais en même temps, je me nourris tellement de ce récit qu'au fond, ça ne me gêne pas de le redire. L'histoire commence, Éric Emmanuel Schmitt se promène dans le désert du Haut-Gard. Exactement. Avec un groupe. Avec un groupe. Et c'est un voyage d'aventure, d'une marche. Et puis un jour, nous faisons l'ascension d'une montagne et exalté par cette ascension, je décide de passer en premier pour descendre. Et en fait, je ne me contente pas de passer en premier, je me mets à foncer comme un dératé, à marcher très 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 vite, à ne jamais me retourner pendant plusieurs heures, en me disant, je suis en train de me perdre. Et l'idée de me perdre m'amuse beaucoup. Exaltation, allez comprendre. Rendez-vous, pressentiment, je ne sais pas. Et je me perds. Et tout d'un coup, à 7 heures du soir, la nuit tombe, le froid se lève, le vent arrive. J'appelle, je me retourne, je m'arrête, personne ne répond, je suis perdu, je suis dans le désert. Je n'ai rien à manger, je n'ai rien à boire. Et je me dis, si je ne retrouve pas mon chemin ou si on ne me retrouve pas, je vais mourir. Le premier village étant à 300 km, on est dans le vrai désert.
Et puis donc je passe une nuit protégé du vent derrière un rocher, du froid avec le sable, et puis la tête dans les étoiles. Et je me dis, je devrais avoir peur. Et j'attends le moment où je vais avoir peur. Et arrive tout à fait le contraire. C'est-à-dire une espèce de... Je suis inondé par le sens, par la confiance, par la foi. Et cette nuit se passe comme un instant suspendu. Et au matin, voilà, j'ai la foi. Au matin, je me dis, ben voilà, je vais mourir croyant ou je vais vivre croyant. Alors on m'a retrouvé, donc je vis croyant. Ça a été très très long à accepter, très long à dire. Mais croyant, mais pas Croyant, catholique, quoi. forcément. Non, non, croyant en Dieu. Le Dieu que j'ai rencontré, entre guillemets, dans le désert, je ne le reconnais pas, puisque je n'ai pas de formation religieuse. Donc j'aurais été musulman, j'aurais reconnu Allah, j'aurais été chrétien, j'aurais reconnu le Dieu de Moïse ou d'Abraham ou de Jacob. Et moi, c'est juste Dieu. Enfin, vous direz, c'est beaucoup. Et du coup, ça provoque une autre curiosité en moi. C'est-à-dire que, de retour en Europe, eh bien, je me mets à lire les grands textes mystiques de toutes les traditions, juives, musulmanes, chrétiennes, bouddhistes. Et à chaque fois, j'y rentre par la porte de la mystique, la petite porte de la mystique, qui est une porte de contrebande, une porte d'individu libre, singulier, que les institutions n'aiment pas beaucoup. Et tous les mystiques me parlent. Et à chaque fois, je trouve quelque chose qui me nourrit. Et puis après, il y a un deuxième événement, qui est la découverte du christianisme. Et c'est encore une nuit. C'est encore une nuit où, tout d'un coup, je lis les 4 évangiles, que je n'avais jamais lus. D'une traite. D'une traite, que je n'avais jamais lus. Mais jamais. J'en avais entendu des bouts ici et là. Et je les lis à la suite. Et je suis bouleversé. Je suis bouleversé parce que je me prends d'amour pour ce personnage, Jésus. Et surtout, je me mets à me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était bien le Fils de Dieu? Est-ce qu'il y a bien eu résurrection? Et je me passionne pour ça. Et cette passion, qui devient une obsession, qui dirige après mes lectures pendant des années, ben maintenant, je peux appeler ça mon christianisme. C'est-à-dire, à ces questions, est-ce qu'il y a incarnation, est-ce qu'il y a résurrection, qui sont les 2 piliers qui font le chrétien, je réponds oui. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt. Citation de l'acteur et humoriste américain Groucho Marx. S'entendre avec les autres est d'une importance si vitale que je ne comprends pas pourquoi l'université ne consacre pas de vrais cours à ce domaine. Si j'ai pris cette citation de Groucho Marx et Éric Emmanuel Schmitt, c'est pour parler du respect. S'entendre avec les autres, le respect, tout ça est intimement lié. Pourquoi le respect est pour vous une valeur essentielle, voire la valeur essentielle? Bien, le problème, c'est pour qu'on vive ensemble, c'est comment, évidemment, parce qu'on est tous singuliers, on est tous différents, on a tous des impulsions qui nous rendent égoïstes, et si on cherche son bonheur, ça veut dire qu'on est prêt à faire passer son bonheur avant le bonheur des autres. Donc, le mal est indéracinable en l'homme, ça vient de sa nature animale, de son égoïsme spontané, de son instinct vital, je dirais même. Donc, comment harmoniser la vie humaine? Alors, on a inventé les lois, la peur, etc., etc. Moi, je crois qu'une méditation sur la notion de respect est très importante. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est le respect? C'est respecter en l'autre ce que lui doit respecter en moi. C'est-à-dire quelque chose de tout à fait indécis, non formulé, qui est la liberté. Alors, ce que je respecte en vous, c'est votre liberté. C'est-à-dire votre liberté de vivre ainsi, d'agir ainsi, etc. C'est-à-dire je respecte en vous une forme qui vous rend unique, et qui vous rend vous, et qui fait que vous êtes singulier. Vous voyez, ce qu'il faut respecter, c'est pas... On dit souvent il faut respecter la différence. Non, non, il faut respecter l'origine de la différence, c'est-à-dire la liberté. Alors, c'est une notion que je ne cesse de méditer. C'est-à-dire il faut que les hommes respectent dans les hommes, non pas ce qu'ils ont de différent, mais ce qu'ils ont de commun. C'est-à-dire cette liberté qui fait qu'ils vont être différents. Je trouve que notre époque est un peu sotte, un peu folle, dans la mesure où elle veut faire respecter les communautarismes, les identités, les différences. Non, non, il faut remonter à l'origine.
L'origine, c'est la liberté. Donc je respecte en vous, et je vous demande de respecter en moi, cette liberté par laquelle, après, nous allons être différents. Donc je vous demande de respecter ce que nous avons de commun, parce que nous avons de différents. C'est complètement différent. Votre ami et collègue de travail, Bruno, dit que vous avez une faculté vraiment très présente qui est de savoir vous mettre à la place des autres, mais de manière assez impressionnante. Il paraît, oui. Bah, c'est un souci que j'ai toujours. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit quelque chose qui me surprend, qui me déplaît ou qui me fait souffrir, je me dis pourquoi il dit ça. Et au lieu d'en rester à l'égoïsme, il dit ça pour m'embêter, il dit ça pour me faire souffrir, il dit ça parce qu'il est con. J'essaye de me mettre dans sa logique. Et je comprends qu'alors, cette phrase vient d'ailleurs, vient d'un autre monde dans lequel moi j'interviens différemment aussi, dans un ensemble dans lequel je suis perçu. Et ça, et d'abord, alors à ce moment-là, d'abord, très simplement, je souffre moins, puisque j'ai compris d'où venait la parole et pourquoi elle était ainsi. Et puis, je crois qu'en fait, si je suis écrivain, c'est aussi pour ça. Parce que qu'est-ce que c'est être écrivain? C'est écrire des histoires avec des angles de personnages totalement différents. Et autant de fenêtres ouvertes sur le monde. Et par exemple, ce qui me passionne, moi, c'est d'écrire quelque chose comme l'Évangile selon Pilate, où je raconte une histoire connue, archi-connue, qu'on ne connaît plus à force même de la connaître, hein, parce qu'elle est entachée de clichés, de préjugés. Enfin bref, il y a trop de sédiments sur cette histoire. Alors tout d'un coup, moi, je la raconte et j'essaye de trouver un angle qui fait qu'on a l'impression de l'entendre pour la première fois. Je fais mener l'enquête par Pilate sur ce cadavre qui a disparu et qui réapparaît, ou dans la première partie du livre, La Nuit des Oliviers, tout d'un coup, je fais parler le Christ lui-même qui dit « Comment est-ce que je suis arrivé là? Je vais être arrêté, je vais mourir demain. Comment est-ce que j'ai pu arriver là ?» Et à ce moment-là, tout redevient frais, tout devient... Mais c'est en me mettant au point de vue de l'autre. J'adore me mettre au point de vue de l'autre. C'est une faculté que vous avez d'emblée, c'est pas quelque chose que vous avez travaillé à force d'abnégation et de... Non, c'est une chose que j'ai travaillée. Ah, quand même. Je pense que je l'ai au départ, parce que j'y arrive très très facilement, et c'est ça qui surprend tout le monde. Mais c'est devenu l'objet vraiment d'un vrai travail. Il y a de l'intuition aussi. Hein. C'est-à-dire, je pense que si je me concentre sur quelqu'un, je sens énormément de choses. Et souvent, ça va paraître grotesque, mais souvent je prends les mains des gens, et je fais semblant de leur lire les mains. Et en fait, je me concentre sur eux, parce que je les touche. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'informations que je reçois. On n'a pas le temps ici. Mais j'aime ça. J'aime, non pas par indiscrétion, parce que parfois, en plus, j'entends des choses, ou je devine des choses, ou j'intuite des choses que je ne voudrais pas intuiter, parce qu'elles me font souffrir, parce que je perçois une douleur, je perçois une souffrance, je perçois un malaise profond. Donc, il n'y a vraiment pas toujours de bonnes surprises à faire ça. Mais véritablement, j'adore prendre l'autre dans ma main, le recueillir dans ma main et entendre tout ce qu'il me dit. Donc là, ça relève de l'intuition, c'est plus un travail, c'est de l'intuition. Donc je pense que oui, c'est une faculté que j'ai. Mais c'est ce que j'aime. C'est une route vers la sagesse, hein. Un chemin. De toute façon, il n'y a que des routes vers la sagesse. Il n'y a pas de frontière qui vous indique, de poste de douane qui vous indique, ça y est, vous êtes arrivé. Et c'est toujours plus loin. Merci beaucoup, Éric Emmanuel-Schmitt. Citation d'Éric Neuhoff. Un père n'est pas là pour fournir des réponses, mais pour montrer l'exemple. Les fils, il ne faut surtout pas les rassurer, il s'agit de les inspirer. Éric Neuhoff, romancier français. Ça vous inspire quoi? Un père n'est pas là pour fournir des réponses, mais pour montrer l'exemple? C'est très difficile d'être un père. Je pense que mais c'est très difficile d'être un fils. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à être un fils. Et pourtant, vous voulez qu'on rende hommage à votre père dans cette conversation? Oui, parce que j'ai découvert mon père au fur et à mesure des années. Je me suis rendu compte que j'étais son fils au fur et à mesure des années, c'est-à-dire de ce qu'il m'avait apporté. Mon père, par exemple, dans mon enfance, m'emmenait avec lui, il était kinésithérapeute, il m'emmenait avec lui dans les hôpitaux, soigner les enfants malades dont il s'occupait. Donc on allait dans des centres d'infirmes moteurs cérébraux, dans des instituts de malentendants, d'enfants malentendants, et puis à l'hôpital aussi, tout simplement.
Et j'ai trouvé ça à l'époque très, très étrange d'être obligé d'accompagner mon père dans des endroits aussi qui avaient toujours des odeurs qui me faisaient peur au départ, voir des êtres qui au début me faisaient pas peur aussi, etc. Et en fait, il m'a habitué à cet univers, à ne pas avoir peur de la maladie, à ne pas avoir peur de l'enfant différent, à ne pas avoir peur de l'infirmité, à me comporter normalement avec quelqu'un qui a une infirmité, etc. Il m'a énormément apporté. Sur le coup, je ne le prenais pas très bien. Et maintenant, je me rends compte que ça m'a enrichi énormément. Et si j'ai pu écrire Oscar et la Dame Rose, J'allais y venir. bien sûr, c'est parce que, au fond, dans mon enfance, je vivais dans un monde où la norme n'était pas la norme. C'est-à-dire, la maladie était normale et la santé anormale. Le spectre de la mort était déjà là autour. Certains de ses enfants disparaissaient, c'est parce qu'ils étaient morts et je le savais. Donc, il ne m'a pas permis, au fond, de me croire immortel comme beaucoup d'enfants. Et il m'a donné le sens de la fragilité de la vie, donc le respect de la vie, un respect énorme de la vie. Alors ça, c'est un cadeau énorme. Je voudrais lui dire merci, entre autres de ça. Mais ça, c'est une des choses bizarres qu'il a fait. Il était très, très, très bizarre dans son éducation. C'est vrai qu'il me transmettait aussi, il m'a transmis plus de questions que de réponses. Nos conversations sur Dieu, il n'y croit pas. Lui, il n'y croit pas. Mais je ne l'ai jamais compris avant d'être adulte. Parce qu'il laissait l'espace ouvert pour que moi j'y croie si éventuellement j'avais envie d'y croire. Et donc, après, il est normal qu'adulte, étant devenu croyant moi-même, je lui dédie mon livre, l'Évangile selon Pilate. Voilà. Oui. Parce que j'avais commencé mes conversations avec Dieu, avec lui. Alors je l'ai continué avec lui. Et je voulais lui offrir ce livre. C'était pas pour qu'il a lu. Qu'il a lu, qu'il a bouleversé. C'est pas pour qu'il devienne croyant. C'est pas contagieux. Mais pour qu'il voit où moi j'étais maintenant. Et quelque part, si je pouvais lui faire cadeau de cette foi, parce que je sais qu'il en a besoin. J'aimerais pouvoir lui faire ce cadeau, mais ce n'est pas possible. On ne fait pas cadeau de ça, malheureusement. Alors, votre papa, il a eu un accident il y a 6 ans. Aujourd'hui, Oui. il est assez handicapé. Il a eu une hémorragie cérébrale qui l'a paralysé de toute une moitié du corps et il n'a jamais récupéré de la moitié de ce corps. Ça a dû bouleverser vos rapports d'un seul coup. Ben, c'est-à-dire que... Non, c'est lui que ça a enfin, ça nous a tous bouleversés, bien sûr, mais on pensait réellement qu'il ne serait pas capable de dépasser cette épreuve. Parce que c'était un homme extrêmement sportif, excessivement sportif. On a dit qu'il était boxeur. Excessivement sportif. Je crois que 2 jours avant son accident cérébral, il avait fait 45 km en vélo dans le Beaujolais. Je ne sais pas si vous voyez le Beaujolais, les côtes et les descentes. Moi, vous ne me faites pas faire 100 mètres là-dedans. Et donc, on lui enlevait ce qui était les plaisirs de sa vie, c'est-à-dire une activité physique intense. Et en fait, je trouve qu'il a transformé cette épreuve en une expérience. Et ça l'a grandi. C'est-à-dire que lui qui était facilement ronchon, dépressif, déprimé, c'était pas quelqu'un de très allant, de très facile, quoi. ni de très facile, ni de très joyeux. Et bien, je trouve qu'il a gagné dans cette épreuve un plus grand rayonnement, une plus grande écoute des autres. Il s'est rendu compte aussi qu'il était bien entouré dans sa vie, qu'il y avait des gens formidables. Et il est devenu beaucoup plus aimant. Enfin, je ne pense pas qu'il aime les gens plus qu'avant, il leur dit plus facilement. Et il a su faire de cette épreuve terrible quelque chose qui, pour moi, le rend déjà plus grand et plus fort. Donc, je trouve ça admirable parce que je ne sais pas si je serais capable de vivre cette épreuve de la façon dont il la vit, lui. C'est un bel exemple pour vous de paternité, parce que personne n'a le père idéal, quand même, me semble-t-il. Mais une enfance réussie, c'est une enfance à laquelle on survit. Et un bon père, c'est un père que je crois qu'on se met à aimer complètement une fois qu'on est adulte. Parce qu'il faut qu'il nous donne les moyens de partir, d'être nous-mêmes. Et c'est après qu'on se dit, tiens, voilà un père merveilleux ou une mère merveilleuse. Bon, moi, ma mère, j'ai toujours trouvé merveilleuse. Mon père, je ne l'ai pas toujours trouvé merveilleux, parce que c'est à lui que je me suis affronté, comme tout garçon qui s'affronte à la société, à la loi, aux règles, etc. Donc, c'est très ingrat, le boulot de père, mais aussi le boulot de fils. C'est un rapport extrêmement conflictuel. J'aimerais un jour écrire là-dessus, mais c'est très compliqué, oui. Et d'ailleurs, dans notre société,
on voit cette déficience du père et cette difficulté du père. J'étais frappé quand je voyais le Loft, vous voyez cette émission sur Très la bien, très bien. Ben, c'était que des enfants sans père. Donc, Sans père, sans repère. sans père, sans repère, et qui étaient sans doute venus dans le monde du spectacle, entre guillemets, du spectacle de rien, parce qu'ils n'avaient aucun talent. Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient du talent, ils étaient là parce qu'ils étaient là, point à la ligne. Ils étaient venus dans l'univers du spectacle pour rechercher quoi un jugement, une approbation, etc. Donc notre société a du mal avec le rôle du père. Je vous propose de terminer par un petit moment de lecture. Éric Emmanuel Schmitt, vous parliez d'Oscar et la Dame Rose. C'est sûr que votre expérience auprès de votre papa vous a certainement beaucoup inspiré pour écrire l'histoire de ce petit Oscar. Quelques lignes que vous avez sélectionnées pour nous, c'est quel texte exactement? Mais c'est un texte, lorsque Oscar, vous savez, qui vieillit de 10 ans par jour, puisqu'il joue ce jeu avec la Dame Rose, qui lui a dit chaque jour égale 10 ans. Donc aujourd'hui, tu as 10 ans, demain, tu as 20 ans, demain, tu as 30 ans, etc. Donc c'était un texte à la fin, quand il est de plus en plus affaibli par la maladie et qu'il pense avoir 100 ans. Cher Dieu, aujourd'hui j'ai 100 ans comme Mamie Rose. Je dors beaucoup, mais je me sens bien. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime. On le trouve pourri, trop court. On serait presque prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors, on essaye de le mériter. Moi qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus il faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir raffiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou 20 ans, mais à 100, quand on ne peut plus bouger, il faut user de son intelligence. Une belle lecture que je conseille évidemment à tout le monde. Merci Éric Emmanuel. Merci. Le natif d'un lieu est le dernier à savoir en parler. Né à Lyon, ayant vécu mes 20 premières années à Lyon, je n'ai appris ce qu'est la ville de Lyon qu'après l'avoir quittée. Un enfant lyonnais n'imagine pas qu'il pousse d'autres arbres sur le goudron que des châtaigniers, qu'il y ait des villes plates, sans fleuves, sans églises, sans remparts, des dimanches sans tarte au sucre, des vendredis sans quenelle, des févriers sans bugne, des caves sans Beaujolais et des jardins publics sans théâtre de Guignol. Éric Emmanuel Schmitt, ces lignes, vous les reconnaissez? Elles sont constitutives d'un texte qui s'appelle « Guignol au pied des Alpes », dans lequel vous rendez hommage à votre ville. Et dans ce texte, vous dites en plus « Cette cité m'a constitué plus que je ne l'aurais imaginé. Ma ville est un autoportrait. » Alors ce que je vous propose dans cette conversation, c'est de reprendre chaque tranche de cet autoportrait et de vous laisser commenter ce que vous avez écrit. Ma ville est un autoportrait. J'y retrouve ce qu'on me reproche. Allez, on va commencer par les reproches. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai écrit? Cette discrétion pathologique. Oui, j'ai beaucoup de mal à me prêter au jeu de notre époque qui consiste à venir raconter comment on vit, avec qui on baise, avec qui on a baisé, avec qui on n'a pas baisé. Trompette de la renommée, quoi. Ah, je trouve ça épouvantable. Et en plus, je pense qu'un écrivain, c'est justement quelqu'un qui écrit des histoires. C'est-à-dire quelqu'un qui vaut par son imagination. Donc, je ne me prête absolument pas à ce jeu-là. Je le refuse catégoriquement. Peut-être qu'un jour, moi, âgé, je raconterai ma vie si j'arrive à en faire un livre intéressant. Mais si j'arrive pas à en faire un livre intéressant, je ne le raconterai pas. Parce que si c'est ma vie, ce qui peut être intéressant de ma vie, c'est en quoi elle raconte la vie des autres. Mais pas plus. Et puis en plus, ma vie, elle n'est pas qu'à moi. Elle est aussi à ceux avec qui je la partage. Pourquoi? Moi, parce que j'aurai les lumières, le pouvoir de parler devant les caméras ou à la radio ou dans les journaux, je pourrais raconter cette vie et ne pas laisser la parole aux autres. Donc je trouve ça déontologiquement épouvantable, ce déballage. Et puis un écrivain, c'est quelqu'un qui frotte l'imaginaire et qui réveille l'imaginaire des autres. C'est pas du tout quelqu'un qui vient se déballer. Alors justement, cette incapacité à ouvrir les zones intimes, sinon à travers les prismes déformants de la création artistique. Oui, parce que dans ce que j'écris, alors je dis tout. C'est-à-dire que je dis même des choses que je serais incapable de dire dans ma vie. Par exemple, il y a des paroles de souffrance que j'ai pu exprimer dans mes pièces, des paroles de désarroi, des inquiétudes que je n'exprimerai pas dans ma vie. Pensez à quelque chose de précis là quand vous parlez? Oui, dans Variation énigmatique, par exemple, je parle de la souffrance amoureuse.
Jamais dans ma vie je me permettrais d'infliger ça même à mon meilleur ami, parce que je n'ai pas envie de le peser dessus. Et puis, Vous êtes solitaire, au fond. profondément. Non, c'est-à-dire que même dans une histoire d'amour, je reste solitaire. C'est-à-dire que je ne veux pas infliger à l'autre mes gouffres, mes désarrois, mes inquiétudes. C'est pas que je veux avoir l'air d'un super-héros et ne pas avouer mes faiblesses, parce que, au contraire, je pense que j'avance devant les autres avec certaines faiblesses. Mais l'autre n'est pas une bassine dans laquelle on peut tout vider. Et je ne conçois pas l'amitié ni l'amour comme ça. Et voilà. C'est-à-dire, je ne conçois pas une relation sans qu'il y ait un respect de l'autre. Donc, si je respecte l'autre, ben, je ne vais pas tout lui infliger de moi. Cette bonhomie affichée, revendiquée, fut-elle fausse et douloureuse? Si vous me posez la question, ça va toujours bien. Mais c'est pas pour me débarrasser du problème, c'est que, d'abord, souvent quand je rencontre quelqu'un qui me dit ça va, je suis simplement content de le voir, donc je dis oui, ça va, parce que je te vois, bon. Et ensuite, j'estime que, même dans les moments épouvantables, je suis toujours, je pense, arrivé à garder, à faire en sorte que ces moments soient juste épouvantables pour moi. Je ne sais pas si je suis vraiment arrivé, mais les pensées négatives, c'est à moi de les traiter, de les recycler. C'est exactement ce que vous dites dans la suite, alors. Cet aspect lisse qui ne laisse pas de prise aux inconnus, à ceux qui veulent mordre comme à ceux qui veulent embrasser, cette politesse qui prend toutes les températures, du chaleureux au glacé, mais qui ne craque pas. J'aimerais craquer de temps en temps, je pense que ça me soulagerait. J'aimerais avoir cette indécence. J'aimerais, comme ça, pouvoir me montrer tout nu, effectivement, auprès de quelqu'un. Mais jamais. Jamais. Parce que je trouve que ce n'est pas un service à rendre à l'autre. Cette absence de folie manifeste? Oui, manifeste. Ah, tout est dans La manifeste. folie chez moi est très présente, autrement je n'écrirais pas, j'écrirais pas des histoires aussi folles, je n'aurais pas autant d'imagination, mais elle n'est pas manifeste, c'est-à-dire tout est contrôlé par le récit, par la fiction, par le sens, par la distribution du sens et par le souci de l'autre. Donc la folie est là, mais pas manifeste. Mais à beaucoup de moments dans ma vie d'écriture, ou dans ma vie privée, j'ai été borderline, c'est-à-dire à deux doigts de la folie. Les éventuelles, c'est marqué dans le texte, éventuelles qualités aussi, le sens du présent autant que du passé. Oui. Alors, vous voyez, quand vous parliez du succès tout à l'heure en disant ça fait quoi le succès, ben, moi, ça m'a réconcilié avec mon époque parce que je n'étais pas persuadé d'être de mon époque. Parce que je m'étais construit autant avec du passé qu'avec du présent, forcément. Parce qu'on lit. Donc, Sophocle, pour moi, ou Platon, ou Diderot, ou Pascal sont des intimes. C'est des intimes qui sont morts il y a très longtemps. Mozart, c'est un des personnages les plus importants de ma vie. Il est mort il y a très longtemps. Donc, je me suis constitué comme ça avec des références qui venaient d'autres temps, d'autres lieux. Et puis, donc, je me sentais un peu différent, comme ça. Et tout d'un coup, on m'aime, on lit mes livres, on se précipite vers mes pièces. Alors, je me dis, ben, finalement, je suis de mon époque. Ça a été un grand soulagement. Les vertiges intérieurs, l'attrait pour le mystère, le goût de l'élévation, l'amour du théâtre, le sens de la relativité, l'orgueil de l'humble. Ça, c'est bravo l'auteur. C'est bien vu, l'orgueil de l'âme. Quand on est humble, c'est qu'on est très orgueilleux. Moi, l'humilité qui consiste à dire je ne sais pas, c'est que je ne veux pas me mettre à un autre rôle que le mien. Je ne veux pas me donner des compétences que je n'ai pas. Donc c'est autant par orgueil que par humilité. Vous voyez ce que je veux dire? Je refuse de vaticiner, de jouer les gourous, de profiter d'un pouvoir que j'aurais, etc. C'est autant de l'orgueil, c'est-à-dire restons à notre place, que de l'humilité, restons à notre place. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt. Nous terminons la conversation avec vous, Éric Emmanuel Schmitt, avec toute une série de questions, de réponses qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Et tout d'abord, une bougie que les téléspectateurs auront forcément remarqué, une bougie qui est en train de se consumer à côté de vous. Pourquoi vous avez voulu avoir une bougie sur le plateau? Ben, c'est les seuls objets auxquels je suis vraiment attaché. Ce sont les bougies, qui sont d'ailleurs volatiles, puisque ça ne dure pas longtemps. Donc c'est un peu comme des êtres humains.
Et j'écris toujours avec une bougie. Une bougie à la lavande. Parce qu'il se trouve qu'une année, j'étais en Toscane. J'habitais dans une maison qui donnait sur un champ de lavande. Et jamais je n'ai aussi bien écrit que devant ce champ de lavande. Et quelque temps après, je lis dans une revue scientifique que l'odeur de lavande concentre, facilite la concentration. Je me suis dit, ça doit être ça. Alors depuis, je suis devenu accro à des bougies à la lavande. Et voilà, la séance d'écriture commence par l'allumage de la bougie. Et en fin de journée, j'éteins ma bougie. Enfin, je la laisse toujours durer un peu plus longtemps, parce que j'espère toujours écrire un petit peu plus. Puis le soir, bon, je monte pour l'éteindre. Et voilà, c'est quelque chose de volatile, quelque chose d'éphémère. D'éphémère. Et voilà, je trouve voilà, bien les objets auxquels on peut s'attacher, les objets éphémères. C'est un joli petit rituel, en tout cas. Quelle est la question fondamentale que vous vous posez au sujet de la littérature en ce début de siècle? Bah, bien évidemment, la question, c'est à quoi sert-elle? Et j'ai une réponse. Qui est? Ben, elle n'est pas insignifiante et elle a sa place dans le combat pour que les hommes soient des hommes, c'est-à-dire que l'humanité s'améliore. Bien sûr, son rôle est tout petit, tout petit. Mais je crois vraiment qu'avec les histoires, on peut rendre les gens plus humains, les faire s'intéresser à des êtres auxquels ils ne s'intéresseraient pas spontanément, à des religions auxquelles ils ne s'intéresseraient pas spontanément. À des thèmes. À des thèmes. Et la délicatesse avec laquelle on peut prendre une histoire et prendre le lecteur par la main peut l'emmener parfois assez loin de ses préjugés et peut-être le faire un peu évoluer. J'y crois vraiment. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? J'aime quand on me dit merci et non pas bravo. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus chez vous? J'ai une bonne liste. Ma gourmandise. Je suis quelqu'un qui... je ne résiste pas, absolument pas. Je mange de façon effrénée, délirante, au-delà de ma faim. D'ailleurs, j'ai toujours faim. Et puis, non, ce que je n'aime pas dans ma vie, c'est que elle ne me donne pas assez de temps pour les gens que j'aime. Parce qu'avec le succès, en ce moment, les journées font le même nombre d'heures, mais on me demande 15 fois plus de choses qu'avant. Et je n'arrive pas à fournir. Et donc, c'est parfois un peu pris de la vraie vie, de la vie affective, sentimentale, amicale, et ma vie rêveuse aussi, ma vie à moi. Et ça m'agace un peu. Mais je vais essayer de me débrouiller. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Ne pas compter. Je ne sais pas compter. Donc quand j'étais étudiant, j'étais toujours à découvert. Alors ça va mieux, je vous rassure. Mais je ne compte toujours pas. Je n'ai jamais su compter. Alors j'allais dire, quel talent aimeriez-vous avoir? Toujours pas compter, ça c'est sûr. Ah non, 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 talent, je m'en fous du talent de compter. Non, mais Quel talent aimeriez-vous avoir? Quel talent? Oh, j'adorerais avoir une voix de soprano coloratour. C'est raté. Ah, vous savez, une voix qui s'envole. Ah oui, je vois bien. Comme Rita Streich ou Nathalie Dessay. Une voix qui va au-delà des zones où on articule. Dans les zones où on s'envole, on a l'impression d'être une alouette, comme ça, du chant. Et on peut monter au plus haut possible avec Mozart. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer? Qui ne pourrait-on me soupçonner d'admirer? Une admiration surprise. Michael Jackson. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire, en fait, c'est un mélange d'admiration et de compassion. Je trouve que c'est cet être qui nie sa négritude, qui nie presque son sexe, qui s'isole des autres. Je le trouve extrêmement touchant, et même, parce que je vois le malaise qu'il y a en lui. Et en même temps, de ce malaise, il fait une histoire extraordinaire. Il va être mythique, cet homme. C'est un mythe, déjà à l'état vivant. D'ailleurs, on parle de lui puisqu'on l'écoute. Et en même temps, il a un talent dingue. C'est-à-dire, vous l'avez vu danser, enfin, il danse moins bien maintenant, mais c'était extraordinaire comme il dansait. Et puis cette voix absolument impossible, mais tout à fait originale et intéressante. Oui. Michael Jackson. Quelle opinion communément acquise, quelle idée toute faite tirée du prêt-à-penser réfutez-vous? Alors ça, moi, je peux vous faire un livre là-dessus, sur le prêt-à-penser. Il n'y a pas une idée plus qu'une autre qui vraiment, ça vous énerve, quoi, que les gens disent ça sans même réfléchir? Je sais pas.
Bah, ce qu'on dit sur les religions, Ah oui. c'est-à-dire par exemple que la religion, c'est ce qui empêche de penser. Non, je suis désolé, moi j'ai un abord des religions. Les religions me donnent à penser, loin de m'empêcher de penser. Donc la religion comme un substitut tout fait, frigorifié, empaqueté, pour éviter d'avoir une vie intellectuelle, non. Quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on a pu vous donner? Oh, c'est trop intime pour que je vous le dise. Mais si je suis toujours en vie, c'est parce que j'ai eu des vraies preuves d'amour. Qu'est-ce qui est impardonnable pour vous? Ce qui est impardonnable, oh bah, ça c'est clair, c'est tuer. Et y compris tuer légalement, c'est-à-dire la peine de mort. Toute atteinte à la vie, mais même, je dirais, toute atteinte à l'intégrité physique. Les artistes qui se servent des corps des autres pour faire leurs œuvres, j'avais parlé de ça dans un livre qui s'appelait Lorsque j'étais une œuvre d'art. Toute atteinte à l'intégrité de la personne. Pour moi, l'homme est sacré. La personne est sacrée, et donc son corps est sacré, y compris dans la mort. Que cache votre gentillesse? Alors là, je ne suis pas persuadé d'être gentil. Un sourire. Je crois vraiment que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Alors, il y a quelque temps, dans une interview, vous aviez répondu à un profond désespoir. Donc c'est plus vrai, c'est bien. On m'a fait dire ça. Je n'ai sûrement jamais dit ça. C'est parce que ça m'avait surpris, justement, que je le redis aujourd'hui. Ah non, alors j'ai pas lu cette interview d'ailleurs, parce que je ne vois pas à laquelle vous faites allusion. On m'a fait dire ça. Ah non, non, pas du tout. Non, je connais les zones du désespoir et les zones de la dépression, mais j'ai toujours rebondi. Et si je suis optimiste, ce n'est pas par ignorance du mal. Si je crois en la vie, ce n'est pas en me cachant de ce qui ne va pas dans la vie. D'ailleurs, dans mes livres, je présente toujours des personnages affrontés à des situations horribles, mais rien ne les détruit. Qu'est-ce qu'évoque Noël pour vous? Une attente toujours un peu déçue. C'est-à-dire ces cadeaux dont on se dit qu'est-ce que ça va être. Et puis une fois qu'on les a déballés et qu'on est émerveillé de découvrir tout ça, bah, c'est fini. On se rend compte que le cœur a battu pour pas grand-chose, c'est-à-dire pour des choses matérielles. C'est d'abord les cadeaux. Non, une attente déçue. Maintenant, Noël est devenu quelque chose pour moi de plus intéressant. C'est un moment que je partage avec les autres. Mais j'ai d'abord été dans l'infantilisme c'est la période des cadeaux et on va attendre quelque chose. Maintenant, ça a tout autre sens pour moi. Mais moi, j'ai un Noël secret. Hein. C'est-à-dire que c'est son anniversaire. Vous savez ça. Donc moi, je lui fais une petite carte d'anniversaire. Et que vous envoyez où? Comme Oscar. Je n'ai pas besoin de l'envoyer, ça arrive. Je vous remercie infiniment, Éric-Emmanuel Schmitt, d'avoir pris du temps pour venir dans VIP sur KTO. Merci. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Là, je me lance dans un grand livre qui va me prendre des mois. Donc, j'ai le courage de faire toute la traversée et d'arriver au port, c'est-à-dire à la fin du livre. Bon, on va faire des stocks de bougies à la lavande. Alors. Merci. Merci. Merci.